Moi, je suis Arnaud Le Gall, co-responsable du livret international de la France Insoumise. Nos invités aujourd'hui sont d'une part Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, auteur de plusieurs livres, dont La force de l'obéissance, économie politique de la répression en Tunisie, La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale. Et elle publiera à la rentrée un livre intitulé « Tisser le temps politique au Maroc ». Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, ancien directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'IEP de Paris, et auteur de plusieurs livres, dont L'impasse nationale libérale, le plus récent, hein, en 2017, L'illusion identitaire, en 1996, Le gouvernement du monde, critique politique de la mondialisation, en 2004. Donc vous voyez qu'on est au cœur de notre sujet. Moi, dans cette introduction de quelques minutes, je dis que je parle en mon nom, et tout comme nos invités parleront en leur nom. Mais il n'en reste pas moins que les travaux de l'École française de sociologie politique de l'international, dont Béatrice Hibou et Jean-François Bayard sont parmi les plus brillants représentants, sont des travaux qui nous inspirent beaucoup, parce qu'ils permettent de comprendre l'international, mais en étant au cœur des sociétés et pas depuis l'espace. Voilà. Et donc, c'est de la sociologie appliquée aux relations internationales. Il y en a d'autres, hein. Je pense notamment à Jean-Louis Roca, qui devait être là, spécialiste de la Chine, qui, pour des raisons privées très sérieuses, malheureusement ne peut pas être parmi nous, et il en est désolé. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. J'aurais juste ici une pensée spéciale pour Fariba Adelka, qui est une des meilleures spécialistes françaises, voire mondiales, de l'Iran. Et elle est emprisonnée depuis plus d'1 an maintenant dans ce pays. Elle est prise en otage des tensions géopolitiques, alors qu'elle-même n'a jamais pris d'autre parti finalement que celui de la connaissance. Et Béatrice et Jean-François sont les principaux coordinateurs du comité de soutien pour la libération de Fariba Adelka. Donc ayons une pensée pour elle à cet instant. En fait, ouais. Si nous avons souhaité approfondir aujourd'hui la notion de libéralisme autoritaire, c'est pour élargir notre champ de comparaison, et surtout pour essayer de parler du monde tel qu'il est, et pas tel que les étiquettes officielles nous le représentent, enfin, ou tendent à le présenter. Le libéralisme autoritaire, c'est une réalité de nos sociétés dites occidentales. On atteste en France le recul généralisé et croissant des libertés publiques depuis une quinzaine d'années, hein, au nom d'une conception très élargie de la lutte antiterroriste, ou encore la répression intense, violente, déployée pour endiguer le soulèvement des Gilets jaunes. Je rappelle que c'est la répression la plus violente, notamment en termes de bilan humain, dans notre pays depuis le massacre du 17 octobre 1961. Voilà, donc je ne vais pas multiplier les exemples qui attestent de cette répression, de cette régression autoritaire dans un pays libéral au sens économique du terme, et de plus en plus seulement au sens économique du terme. Alors évidemment, les États, a fortiori les États de ce qu'il est convenu d'appeler le monde occidental, qui tend à se penser comme le monde libre, ils ne se placent pas dans cette étiquette de libéralisme autoritaire, qui est plutôt rebutante. Dans le débat public, on parle des démocraties avec leurs variantes, on parle des régimes autoritaires, on parle des dictatures, voire des totalitarismes, sans toujours savoir de quoi on parle finalement. Et surtout, c'est toujours à géométrie variable. Par exemple, les termes employés par tel ou tel diplomate, éditorialiste, ou moi ce que j'appelle des géopoliticiens officiels, hein, qu'on voit sur les CNews, etc., ils seront différents selon qu'on a affaire à un régime se présentant comme socialiste, populaire, ou une monarchie autoritaire et libérale sur le plan économique, comme par exemple le Maroc dont parlera Béatrice. Les répressions seront dénoncées ou couvertes selon que les régimes les exerçant est un adversaire ou un allié. Voilà, donc le choix des termes avec leur connotation positive, négative, est moins le fruit d'une analyse empirique, le plus souvent, de la réalité, que d'une ambiance de propagande qui repose aussi sur une forme de fainéantise intellectuelle, finalement. Parce que quand on classe
sans réfléchir, le monde paraît plus simple. Alors, je ne suis pas en train de dire que les notions de démocratie, d'autoritarisme, de dictature ne signifient rien, hein. Il y a encore des différences énormes sur le plan des droits humains, notamment, entre un régime dit démocratique comme celui que nous connaissons en France et un régime comme celui de la République populaire de Chine. Mais ce serait une erreur d'analyse fondamentale d'en rester là et de prendre ces concepts pour argent comptant. On apprend toujours plus sur les sociétés en partant des pratiques concrètes et avant de leur coller des étiquettes préalablement. Avant de savoir si on a affaire à une démocratie, une dictature, etc., on va voir ce qui s'y passe concrètement et après, éventuellement, on met une étiquette. Parce que sinon, on tombe dans tout un ensemble de préjugés, notamment ce que Jean-François et Béatrice abordent souvent dans leurs écrits, c'est le piège culturaliste qui donne l'idée que les régimes politiques seraient le résultat de cultures ancestrales et immuables. Ainsi, il y aurait l'Occident démocratique, un peu par nature. C'est faire peu de cas des luttes énormes qu'il y a eu dans notre histoire pour la démocratisation, justement, dans toutes ses dimensions, politiques, économiques, sociales. Et ce serait oublier aussi qu'on est dans une période de régression de ce point de vue. Et donc, parfois, les néoconservateurs considèrent qu'ils ont pour mission d'exporter cette démocratie occidentale. Ou au contraire, de laisser sans dire un mot tel ou tel État allié, par exemple l'Égypte, réprimé dans le sang des soulèvements populaires. Et là, on est content de faire croire que la démocratie, ce n'est pas fait pour les cultures arabo-musulmanes. C'est ce qu'on entend régulièrement encore à la télé. Donc vous aurez donc compris que le choix des mots est un volet essentiel des rapports de force géopolitiques. Et les engagements dans telle ou telle guerre, en Libye, en Irak, ou ce que j'appellerais un rapport de force appuyé, comme celui qui est engagé avec l'Iran ou la Russie, ou la Chine, sont toujours accompagnés de guerres symboliques pour la définition des régimes souhaitables et des régimes à changer. Et c'est pour sortir de ces pièges que la notion de libéralisme autoritaire est extrêmement fertile. Donc dans le libéralisme autoritaire, là je pique un petit peu la réflexion à Jean-François, c'est libéral pour les riches, autoritaire pour les pauvres, on est bien d'accord. Et c'est finalement le régime qui est le plus englobant. C'est peut-être l'expression qui permet de décrire le plus de régimes dans le monde. Alors on trouvera toujours des cas particuliers, on ne va pas les faire rentrer de force dans la chaussure, mais en attendant, la notion de libéralisme autoritaire décrit certainement le mieux les régimes de par le monde. Un autre grand intérêt de la notion de libéralisme autoritaire est de rappeler que le capitalisme, et c'est sa grande force, est un mode de production extrêmement malléable, qui peut prendre des formes politiques très différentes. Et historiquement, la forme démocratique est assez minoritaire. Or, c'est là qu'on peut faire le lien, le libéralisme autoritaire, c'est aussi le produit de la phase de mondialisation néolibérale, de financiarisation du capitalisme, ouverte il y a un peu plus de 40 ans. Deux dynamiques ici se rejoignent, que je vais résumer plus qu'à la hache, je suis désolé. D'un côté, dans les sociétés occidentales, on assiste à ce que Wolfgang Streeck, par exemple, dans un livre que je vous recommande, dont j'ai oublié le titre à l'instant, que je pourrais... le temps acheté, voilà, sur comment le capitalisme achète en permanence du temps, notamment par la dette, etc. Bon, bref, je vous recommande vraiment ce livre. Il montre qu'on a affaire à un processus de dissolution des régimes du capitalisme démocratique de l'après-guerre. Et je prends ici démocratique au sens large, y compris au sens économique et social, la sécurité sociale, etc., qui sont des choses anticapitalistes, la sécurité sociale et les retraites. Et c'était né d'un compromis historique concédé par les forces du capital, car elles n'avaient pas le choix. D'un autre côté, la mondialisation néolibérale a été le moment d'une expansion du capitalisme dans des pays qui, eux, étaient déjà préalablement autoritaires. Je pense par exemple à la Chine. Et in fine, on a une interdépendance généralisée qui fait qu'on en est arrivé à de vraies convergences dans les modes de production économique, voire sur le plan sécuritaire et d'autres niveaux. Il faut prendre au sérieux les articles qui disent que la police hongkongaise s'est inspirée des méthodes de répression des Gilets jaunes. Parce que c'est vrai, au moins sur le plan technique. Ça n'a pas été affirmé sur le plan politique, mais sur le plan technique, c'est vrai. Et je pourrais même vous citer un certain nombre de personnes qui ont pu faire des enseignements dans les écoles de gendarmerie chinoises, des gens assez peu recommandables comme Xavier Hofer ou Alain Bauer, qui sont des occidentaux. Voilà. Et sur fond de compétition géopolitique et économique généralisée, vous avez peut-être suivi cet été, par exemple, entre autres exemples, la lutte généralisée pour le gaz en Méditerranée orientale. Au lieu d'insister sur ces convergences,
on insiste en permanence sur les différences. Comme l'a montré Jean-Louis Rocca au sujet de la Chine, dans un article, dans ses livres, mais aussi dans des articles du Monde diplomatique, par exemple, les propos dominants sur la Chine dans nos sociétés servent avant tout à maquiller une guerre commerciale. Et au lieu de dire, bon, on a simplement une guerre commerciale, voilà, les détenteurs du capital se battent entre eux pour l'accès au marché, etc. Parfois ils coopèrent, parfois ils divergent. On transforme ça en guerre de civilisation un peu, qui engagerait notre survie, notre identité, et devant mobiliser toute la nation, voire tout le continent, voire tout l'Occident. Quand on lit souvent les Occidentaux face à la Chine et tout. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le libéralisme autoritaire permet de ne pas tomber dans ces pièges. Parce qu'on peut dire que la Chine est un pays libéral autoritaire, d'une certaine manière, d'un point de vue économique. C'est plutôt libéral, et d'un point de vue autoritaire, je n'ai pas à le démontrer. Et je finirai là-dessus. Si le libéralisme autoritaire donne à voir un moment dangereux de notre histoire, c'est aussi parce qu'il va de pair, et ça, je crois que Jean-François en parlera plus, avec une poussée des dynamiques identitaires sur fond de concurrence généralisée. La mondialisation unifie le monde, mais elle ne l'uniformise pas. Et on a une dialectique pluriséculaire qui fait que État et mondialisation se co-construisent. Mais parfois, ça tourne mal, parce qu'on a des poussées identitaires. La première mondialisation qu'on a coutume de marquer à partir des années 1860, elle s'est plutôt mal finie. Ça s'est terminé par la Première Guerre mondiale. Et donc, État et mondialisation avancent de pair. Mais si, à l'heure actuelle, les logiques identitaires l'emportent, notamment parce qu'elles peuvent servir de diversion pour diviser, détourner beaucoup de peuples en lutte qui ont finalement des revendications assez universelles, hein, au Liban, en Irak, au Mali, au Chili, à Hong Kong. On se bat souvent pour des choses très similaires, qu'on peut dire la démocratie, mais finalement les services publics, la lutte contre la corruption, des emplois de qualité, etc. etc., etc. L'accès aux services publics de base. En ce moment, on est à un carrefour. Voilà. Et donc nous, à la France Insoumise, vous le savez, on considère qu'on a beaucoup montré notre soutien. Alors notre soutien avant tout symbolique, parfois pratique, mais avant tout symbolique, hein, parce que d'abord les luttes sont endogènes, hein, les peuples se libèrent eux-mêmes. À tous les soulèvements populaires, pour la plupart, que ce soit au Liban, que ce soit au Mali, que ce soit au Chili, que ce soit au Soudan, on a échangé avec des Soudanais aussi, etc. C'est la seule issue possible pour endiguer les logiques de guerre qui s'annoncent, qui sont déjà là. La France est déjà en guerre sur un certain nombre de théâtres, et tout cela pourrait mal finir. Et le libéralisme autoritaire, finalement, c'est aussi un moment de l'histoire qui, j'espère me tromper, sonne comme une sorte de marche à la guerre. Voilà. J'ai été trop long, je cède la parole à Jean-François. Non, j'ai respecté les 10 minutes finalement. Qui va donc pendant 25 minutes nous parler de libéralisme autoritaire et de national-libéralisme. Merci Arnaud. On va essayer de faire concurrence à la plage d'à côté. Donc je voudrais effectivement, dans la continuité de ce qu'a dit Arnaud, réfléchir sur cette notion de libéralisme autoritaire, dont je crois devoir rappeler qu'elle a quand même un auteur à l'origine. Il s'agit d'un juriste social-démocrate allemand, Hermann Heller, qui en 1932, je ne sais plus si c'est dans une conférence ou un article, je crois que c'est un article, a opposé cette notion de libéralisme autoritaire à une conférence ou un article, je ne sais plus, de Carl Schmitt, qui avançait donc sa problématique autour de deux idées qui résonnent, me semble-t-il, très fort pour nous: État fort, économie saine. Bon. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que la notion de libéralisme autoritaire a été avancée de manière critique par rapport à ce mot d'ordre, à ce slogan, à cet horizon de Carl Schmitt, État fort, économie saine. Un petit mot pour préciser que Hermann Heller s'est exilé en France l'année suivante, en 1933, et qu'il y est mort en exil. Alors,
Je pense que quand on parle de libéralisme autoritaire, effectivement, il faut en avoir une conception en termes de géométrie variable, comme y a insisté Arnaud. Néanmoins, généralement, on a en cœur de cible, si je puis dire, toute une poignée de régimes qui se réclament de la démocratie et qui notamment organisent des élections, tout en ayant des pratiques qui sont clairement autoritaires et en tout cas démocratiques dans le domaine de la liberté de la presse, des libertés universitaires, des libertés syndicales, etc. Et bien entendu, on pense à des régimes au sein même de l'Union européenne, comme la Hongrie de Orban, la Pologne des deux jumeaux dont le principal est mort, mais qui continue à gouverner par l'intermédiaire de son frère. On a également à l'esprit peut-être la Biélorussie, en tout cas la Russie de Poutine, la Turquie de Erdogan et peut-être en Amérique latine que je connais moins bien, la Colombie de Uribe par exemple. Mais il s'agit bien entendu d'une notion qui, comme l'a dit Arnaud, peut être utile pour comprendre nos propres sociétés démocratiques, avec ou sans guillemets, ça dépend sans doute des secteurs, mais je crois qu'il faut différencier les secteurs, parce que par exemple l'Algérie, la France pendant la guerre d'Algérie était un régime parlementaire et démocratique, et néanmoins menait la guerre coloniale en Algérie et ailleurs, et en déployant naturellement des moyens pire qu'autoritaires, des moyens d'une extrême violence. Donc il ne s'agit pas de dire et de confondre, comme nous y invitait d'ailleurs Arnaud, il ne s'agit pas de confondre ce qu'on appelle la démocratie et ce que l'on appelle le libéralisme autoritaire. On voit très bien qu'en termes de répression, il y a des degrés, mais que le degré, il est important quand il s'agit de passer de la case liberté à la case prison. Bon, donc les degrés sont importants. Il importe de le garder à l'esprit, tout en voyant bien que entre le discours d'un Macron, ou la pratique plus exactement d'un Macron, et la pratique et le discours d'un Salvini sur la question de l'immigration, il n'y a pas franchement de différence de degré. La politique de Macron en matière d'immigration est tout à fait comparable et relève du libéralisme autoritaire qu'affichait Salvini. La seule différence, si vous voulez, la différence de degré, c'est que la France là, est là où elle est. Et que l'Italie, là, est là où elle est. C'est-à-dire que c'est l'Italie qui absorbe la question et nous, on peut prendre des airs vertueux en disant quand même c'est très mal et se poser en môle de défense contre l'horrible populisme de Salvini. Donc, gardons ces distinguos à l'esprit. Et là, je voudrais peut-être faire deux remarques qui sont plus des remarques de méthode. C'est qu'au fond, la notion de libéralisme autoritaire ne doit pas nous faire oublier, premièrement, que le libéralisme a toujours eu quelque chose à voir et à faire avec l'autoritarisme, la coercition, la répression, voire la guerre. Si vous prenez l'Angleterre, par exemple, du XVIIIe ou du XIXe siècle, qui est la mère du libéralisme, on voit très bien comment le libéralisme, par exemple, des Whigs en Angleterre, s'est associé sur le plan interne avec une législation sociale extraordinairement répressive, qui s'est notamment traduite par un nombre de peines de mort et d'exécutions effrayants. Et l'on voit bien que le libéralisme s'est développé à l'abri d'une législation et d'une pratique je répète, extraordinairement répressive et qu'aujourd'hui on qualifierait sans doute d'autoritaire, même si le mot n'était pas en vogue à l'époque. Et à l'extérieur, il faut également garder à l'esprit que l'expansion du libre-échange, donc du libéralisme, par singulièrement la Grande-Bretagne, s'est effectuée par ce que l'on a appelé la politique de la canonnière, c'est-à-dire lorsque les royaumes ou lorsque les États d'Afrique, d'Asie,
pays du Moyen-Orient ne se soumettaient pas à la signature d'un traité de libre-échange, eh bien, on envoyait quelques canonnières régler le problème, comme par exemple en Chine, dans le contexte des guerres de l'opium. Donc ça, c'est un premier point. Je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit que dans les gènes historiques du libéralisme, il y a ce recours à la coercition. Mais j'introduirai une deuxième remarque de méthode qui n'est pas contradictoire, mais qui est complémentaire. On peut avoir l'idée qui est à la fois réelle, mais facile ou polémique, selon laquelle, dans les régimes, par exemple, démocratiques ou libéraux, le droit est un pur appareil hégémonique ou idéologique d'État au service de la classe dominante. C'est, on va dire, à 60 ou à 70% vrai. Mais je voudrais rappeler les travaux du grand historien de la classe ouvrière britannique, Edward Thompson, qui montre dans un très beau livre sur la forêt en Angleterre au XVIIIe siècle, comment le droit avait une véritable autonomie et comment les subalternes, comment la paysannerie, qui voyait ses droits coutumiers dans la forêt remis en cause par l'aristocratie et par la classe dominante, on va dire libérale pour aller vite, Whig en tout cas, comment les paysans ont su et ont pu utiliser l'arme du droit. Et aujourd'hui, en France ou dans d'autres pays libéraux ou libéraux autoritaires, on voit bien que le champ du droit, le champ de la justice, aussi biaisé et aussi asymétrique soit-il, peut permettre quand même le développement d'un certain nombre de luttes, de résistances et de mobilisation. Donc nous devons naviguer comme ça entre ces deux repères, si vous voulez. Le libéralisme a toujours quelque chose à voir avec la coercition, avec la violence, avec la guerre, mais d'un autre côté, le droit constitue un champ relativement autonome par rapport aux logiques du libéralisme et éventuellement du libéralisme autoritaire. Alors, sur la base de ces deux remarques, je voudrais introduire deux idées, m'attarder sur la première et être beaucoup plus rapide sur la seconde, parce que je marcherai déjà un petit peu sur le tapis de Béatrice. La première idée, je vais essayer de vous prendre et de nous prendre tous à rebrousse-poil. En prenant le contre-pied d'un certain nombre de lieux de sens commun que nous partageons tous, plus ou moins, mais qui ne me sont plus parus si évidents que cela au fur et à mesure que je réfléchissais à la question. Et je voudrais faire ce travail de décapage, si je puis dire, en raisonnant sur la base d'une relativement longue durée, qui est la base du 19e siècle, du 20e siècle et de ce début du 21e siècle. Parce que pour moi, nous ne sommes pas véritablement sortis du 19e siècle. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes exactement dans la même configuration, bien entendu. Il y a eu des changements extraordinaires, mais je ne crois pas que nous ayons véritablement changé la problématique ou que nous devions véritablement changer la problématique au vu des transformations les plus récentes du monde dans lequel nous vivons. Alors, si on prend cette séquence, on va dire à la louche, des 2 derniers siècles, nous avons tendance, dans notre raisonnement politique habituel, à poser toute une série de contradictions qui, à mon avis, nous égarent. La première contradiction que nous postulons, c'est celle qui opposerait la mondialisation ou la globalisation et l'État-nation. Le sens commun, le raisonnement habituel, c'est de dire que la mondialisation s'effectue au détriment de la souveraineté de l'État, et voire au détriment de l'État. Et ça, il suffit d'écouter la télévision ou de lire un journal pendant 5 minutes pour tomber sur cette idée reçue que nous partageons tous plus ou moins. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Arnaud y faisait allusion. Je suis arrivé à la conclusion inverse, c'est que l'enfant n'est pas la victime de la globalisation. L'État, pardonnez-moi, l'État et notamment l'État-nation n'est pas la victime de la globalisation. Il est un enfant de la globalisation. Et en réalité, l'universalisation de l'État s'est effectuée dans ce cadre de mondialisation capitaliste, en particulier, mais pas seulement capitaliste, à partir du 19e siècle.
et j'ajoute tout de suite, et je reviendrai naturellement sur la démonstration, j'ajoute tout de suite une seconde contradiction qui, à mon avis, est illusoire, c'est que la mondialisation s'effectuerait au détriment de notre identité nationale, de notre identité culturelle, et que la globalisation, notamment quand elle vient de l'Ouest, araserait en quelque sorte notre culture. On a parfois parlé de McDonaldisation du monde. Bon. Et là non plus, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'en réalité, l'identitarisme, le culturalisme est la véritable idéologie de la globalisation et de l'État-nation comme enfant de la globalisation. Et là, je sais bien que, comme on dit maintenant, je suis contre-intuitif. Donc, je pense qu'il est temps que je passe dans la tentative de démonstration en essayant de vous convaincre de ces illusions, si vous voulez, de départir de ces illusions dans lesquelles nous sommes tous plus ou moins pris. Alors, je vais prendre deux moments essentiels dans la séquence historique que nous embrassons, 19e, 20e siècle. Le premier moment important, c'est 1848. 1848, c'est, vous vous en souvenez peut-être, le printemps des peuples. Donc l'éclosion, la floraison des révolutions nationales, de l'idée nationale que nous avons bien entendu d'une certaine manière en France. La révolution de 1848, c'est les arbres de la liberté, le drapeau bleu, blanc, rouge, etc. Mais vous le savez, dans toute l'Europe, il y a eu ce mouvement de revendication de la nation, de la constitution d'un État-nation en Italie, en Hongrie par rapport à l'Empire des Habsbourg, en Allemagne, etc. etc. Donc 1848, c'est un moment très fort d'affirmation de l'idée nationale, mais simultanément, c'est le grand moment du libre-échange, avec précisément les premières guerres de l'opium, avec les signatures de traités de libre-échange. Alors quand je dis 1848, ça c'est à la louche, ça peut être un peu avant, un peu après. La signature de toute une série de traités de libre-échange, par exemple de l'Angleterre, entre l'Angleterre et l'Empire ottoman, entre la France et l'Empire et l'Angleterre, mais ça c'était quelques années auparavant. Et puis c'est aussi le développement de toute la technologie de la mondialisation, par exemple le télégraphe, les lignes sous-marines de télégraphe, le développement du réseau ferroviaire, y compris à l'échelle transcontinentale, etc. etc. Et 1848, c'est également un grand moment d'identitarisme avec le romantisme, George Sand, la campagne, Chopin, etc. etc. Et ce moment que les grands historiens britanniques, Hobsbawm et Ranger, qualifient d'invention de la tradition. C'est un peu le moment, si vous voulez, Ivanhoé, où Viollet-le-Duc, on va être encore plus médiévaux que les gens du Moyen-Âge. On va rajouter des gargouilles sur Notre-Dame de Paris, etc. Et je trouve que si vous regardez ce milieu du 19e siècle, vous avez la conjonction de ces trois facteurs que nous avons tendance à opposer. Mondialisation, capitaliste, mais au-delà, technologique, etc., religieuse, avec le développement du mouvement d'évangélisation, par exemple, de l'Afrique ou de l'Inde ou de la Chine. Universalisation de l'idée nationale, parce que vous savez que 1848 a eu des résonances jusqu'en Amérique latine. Donc c'est une véritable révolution mondiale, on pourrait dire, mais qui met au cœur de son idéologie l'idée de nation. Et c'est un grand moment d'identitarisme sous les formes que j'ai évoquées, mais également sous la forme de l'orientalisme que dénoncera plus tard Édouard Saïd, c'est-à-dire l'imagination de l'Orient comme étant le principe antagonique de l'Occident, et avec des grands renforts d'érudition, de vrais savants, mais qui vont inventer ce qu'un collègue, Romain Bertrand, nomme la tradition parfaite à propos de Java, mais on pourrait parler de la tradition parfaite de l'Inde, de l'hindouisme, etc. Donc vous avez cette conjonction, et là on n'est pas du tout dans la contradiction, on n'est pas dans le jeu à somme nulle.
Si on chevauche maintenant un siècle, on arrive grosso modo en 1989-1990. Bon, vous voyez que je ne suis pas très fort en maths, mais peu importe. Donc on arrive en 1990 et on a l'effondrement de l'Union soviétique ou l'effondrement de la Yougoslavie, et on retrouve nos trois principes. L'universalisation du capitalisme, donc la Russie, enfin l'Union soviétique et la Yougoslavie rentrent dans le capitalisme, rentrent dans la mondialisation, mais ne se dissolvent pas dans le marché. Elles rentrent dans le capitalisme en donnant naissance à un système d'État-nation furieusement nationaliste. Donc la Russie qui va devenir la Russie de Poutine et nos amis yougoslaves, quand ils renoncent au socialisme, épousent les formes les plus radicales et les plus violentes de nationalisme, avec comme résultat la guerre civile, enfin la guerre yougoslave, on ne sait pas trop bien comment la qualifier, qui ravage les Balkans jusqu'au milieu des années 1990. Bon. Et simultanément, vous avez l'affirmation de l'identitarisme, donc une conception extrêmement culturaliste, réifiée de la nation, avec par exemple cette réconciliation tout à fait improbable d'un ancien agent du KGB, Vladimir Poutine, et de l'Église orthodoxe. Bon. Et la soumission, si vous voulez, de l'Église orthodoxe au nouveau tsar du Kremlin. Bon. Donc vous retrouvez cette synergie. Je ne regarde pas mes emails, mais le temps qui me reste. Donc voilà, si vous voulez, ce à quoi je nous invite, c'est d'essayer de comprendre le moment dans lequel nous vivons comme un moment de synergie entre trois logiques qui nous paraissent antithétiques, qui nous paraissent contradictoires, alors qu'en réalité, elles font système. Et je crois que l'un des grands malheurs aujourd'hui, l'une des grandes impasses politiques dans lesquelles nous nous trouvons, et singulièrement à gauche, c'est que nous nous entêtons à postuler comme contradictoires des choses qui en réalité vont ensemble. Et du coup, on a énormément de peine à apporter des réponses qui soient politiquement audibles. Et tout cela, si vous voulez, nous mène à des espèces, à nouveau, de contradictions, de pataugeage idéologique et d'incapacité à proposer des réponses cohérentes. Alors, pour rendre mon propos plus concret, je voudrais peut-être l'illustrer maintenant par... à mes risques et périls, par des exemples français. Moi, je compare volontiers cette triangulation, si vous voulez, cette espèce de triangulation entre les trois logiques que j'ai évoquées, ce que je nomme parfois le national-libéralisme, et que j'ai défini effectivement de manière polémique, comme le rappelait Arnaud à propos de Sarkozy en 2007, en disant que Sarkozy était national-libéral, national pour les pauvres, on donne le ministère de l'intégration nationale, l'idée nationale, etc. en pâture, pour essayer de flirter avec le vote d'extrême droite, et puis libéral pour les riches. Et évidemment, ce concept de national-libéralisme, il est extrêmement polémique parce qu'il fait écho à national-socialisme. Je l'ai fait en connaissance de cause, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le concept n'a eu absolument aucun succès, parce qu'il gêne les gens. Mais voilà, je l'ai précisément conçu pour qu'il gêne et pour qu'il soit un peu poil à gratter. Alors, moi, je compare volontiers le national-libéralisme à un cocktail. Et c'est un cocktail dans lequel vous allez mettre les trois ingrédients que j'ai évoqués, la mondialisation, l'État-nation et l'identitarisme. Et après, vous avez des barman ou des barwomen, peu importe, qui vont interpréter le cocktail. Alors, il y en a qui vont un peu charger la dose nationale. Bon, par exemple, Marine Le Pen, elle fait un peu fort sur le national. Bon, mais elle met quand même du libéral, parce qu'il faut bien qu'elle... et vous voyez bien comment le Front National lui-même se débat dans ce qui apparaît comme une contradiction entre le libéralisme, parce qu'il faut quand même plaire d'une certaine manière au patron, et puis le nationalisme, parce que voilà, il y a des gens qui effectivement ont le sentiment que la nation est maltraitée, etc. Bon. Ensuite, vous allez avoir d'autres barmen ou barwomen qui vont faire des cocktails différents. Bon, je ne vais pas passer tout le spectre politique en revue, mais pour moi, si vous voulez, Macron, c'est vraiment le barman parfait
au sens où on parle du gendre parfait, dont il faut toujours se méfier. Chacun sait que quand le gendre parfait arrive dans une famille, il faut faire attention. Bon. Alors Macron, c'est vraiment le gendre parfait parce que, alors maintenant évidemment, il est beaucoup moins parfait qu'il ne l'était lorsqu'il a commencé sa campagne électorale. Hein. Mais ce qui paraît être comme une espèce d'exercice de prostitution, un exercice péripatéticien pour séduire les électeurs du Front National, les électeurs de droite, les électeurs de gauche et le monde du grand patronat ou de la grande banque duquel lui-même vient. Je pense que mon raisonnement va un petit peu plus loin que la simple instrumentalisation. Je crois qu'en réalité, Macron lui-même est prisonnier de cet effet de triangulation et qu'il est incapable de s'en détacher. Donc on voit simultanément Macron se mettre en marche et vouloir libéraliser à tout crin. Et puis dans le même mouvement, il va rendre hommage à Jeanne la Pucelle à Orléans. Donc là, en plein roman national le plus ringard, quand on y pense, avec un banquier de Rothschild qui va flirter avec Jeanne d'Arc, on se dit, c'est quoi ce truc? Bon, qui, dans la foulée, va au Puy du Fou. Mais je crois que ce n'est pas simplement du racolage électoral, c'est qu'il y a une véritable logique et un Macron qui ne cesse de ressasser les vieilles recettes du roman national jusqu'au moment du Covid où il est là derrière un hôpital militaire. C'était le seul hôpital militaire que l'armée française, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, est capable de déployer parce qu'il n'y en a plus d'autres. Donc je pense que Macron, il faut le comprendre dans ces termes. Maintenant, je pense que nous devons tous faire notre examen de conscience. Et je pense que tous les partis ou tous les mouvements politiques en France sont prisonniers de cette triangulation et de leur incapacité à la comprendre pour ce qu'elle est et non pas dans les termes de fausses contradictions. Voilà. Alors, pour finir, et beaucoup plus brièvement, et pour passer le ballon à Béatrice, cette logique de la triangulation, cette logique du national-libéralisme, nous devons véritablement la comprendre dans les termes de la singularité historique de chacune des sociétés dans lesquelles nous habitons. Ce que dans le jargon de notre corporation, nous nommons l'historicité propre des sociétés. Et il n'y a pas de contradiction entre l'universalité et l'historicité des sociétés. Et ça, c'est très très difficile à faire entendre en France, parce qu'on est tous habités par cet imaginaire de la grande nation universaliste, la Révolution française, etc., etc. Et nous sommes tous hantés par cette idée extraordinairement singulière et liée à notre histoire de la laïcité, qui effectivement est à peu près incompréhensible pour la plupart des étrangers, même ceux qui connaissent très très bien la France, parce que là vous avez effectivement une singularité historique qui n'est pas le contraire de l'universalité, mais qui n'en est qu'un avatar. Bon, je ne crois pas que ce soit en exportant la laïcité made in France que l'on parlera le mieux d'universalité, parce que l'universalité, ou la revendication, la prétention d'universalité, peut être une forme d'arrogance et de provincialisme culturel et politique. Et ça, la France, elle sait faire, notamment, par exemple, dans le contexte du colonialisme ou de ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le néocolonialisme, ou dans cette attitude parfois très arrogante qu'elle a à l'égard, par exemple, des musulmans qui ne pensent pas exactement ou qui ne s'habillent pas exactement dans les termes requis par les salafistes de la Troisième République française, c'est-à-dire des gens comme Manuel Valls, par exemple. Bon. Et ce que je voudrais dire très clairement, c'est que l'universalisation procède toujours par réinvention de la différence. Et ça, on le voit très bien dans le capitalisme. Le capitalisme français ne fonctionne pas de la même manière que le capitalisme britannique, américain ou allemand. Bon. La démocratie en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre, n'a pas du tout le même contour. Bon, peu ou prou, nous réclamons tous de cet idéal démocratique, et à tort, mais avec quand même pas mal de raisons, à tort parfois et généralement avec pas mal de raisons, mais on voit très bien comment l'imaginaire, je ne parle même pas des institutions seulement, mais le droit,
l'imaginaire, la sensibilité démocratique n'est pas du tout la même d'un pays démocratique occidental à l'autre. Je ne parle même pas, par exemple, de la démocratie en Inde. Bon, aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de guillemets, parce que là, on est véritablement dans le libéralisme autoritaire. Mais enfin, quand la démocratie indienne existait véritablement, elle avait complètement réinventé le modèle de Westminster, qu'elle s'était approprié. On peut prendre des exemples plus triviaux. Il n'y a rien de plus universel, entre guillemets, pour notre malheur que le McDo, mais on ne mange pas le McDo de la même manière. En Chine, par exemple en Chine ou en Asie, un McDo, on vous sert rapidement le repas et vous le mangez très lentement. En France ou aux États-Unis, c'est un peu différent. Donc même des choses aussi triviales et aussi matérielles et aussi, entre guillemets, capitalistes que le McDo, en réalité, fait l'objet d'un processus de réinvention de la différence. Et pour finir, je crois que, et Béatrice sera plus précise et plus compétente que moi sur le sujet, il en est exactement de même du néolibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Deux derniers exemples comme dernier mot. En Iran, d'une république islamique, vous avez une politique qui est très néolibérale, avec les mêmes recettes que le néolibéralisme en Occident, hein, suppression des subventions publiques à un certain nombre d'activités, etc. Mais une des grandes modalités du néolibéralisme en Iran, c'est ce que l'on appelle le varf, c'est-à-dire le bien de main morte, c'est-à-dire, si vous voulez, la fondation, hein, le bien de main morte que l'on connaissait par exemple au Moyen-Âge, où le bien appartient en théorie à Dieu, et vous avez des bipèdes sur Terre qui gèrent pour Dieu le bien, mais qui est inaliénable parce qu'il appartient à Dieu. Par exemple, les couvents, les églises et les monastères, etc. Bon. Donc, en Iran, on appelle ça un varf. Et le varf permet le partenariat public-privé. Et de manière extraordinairement ambiguë. Donc, par exemple, tous les grands opérateurs aujourd'hui du capitalisme néolibéral en Iran sont des varfs, sont des biens de main morte qui gèrent des sanctuaires, comme par exemple le sanctuaire de Mashhad, mais on pourrait dire aussi bien la Mecque, hein, ou l'organisation du pèlerinage. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le rêve pour un Emmanuel Macron, le rêve inaccessible pour un Emmanuel Macron, parce que quand même, vous ne faites pas payer des impôts à Dieu. Donc le VARF, il est défiscalisé. Les perspectives que... Oui, peut-être. Ouais. Non, c'est bon. Et le deuxième exemple, c'est celui de la Turquie, autre exemple de libéralisme autoritaire. Alors, je dis libéralisme à propos de l'Iran, parce que vous avez des élections en Iran, hein, qui ne sont pas simplement pipeaux. Libéralisme autoritaire en Turquie. Pas besoin de faire un dessin, hein. Erdogan rentre tout à fait dans l'épure du libéralisme autoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend la notion de service, hizmet en turc. Et hizmet, historiquement en Turquie, c'est le service que l'on rend à Dieu, que l'on rend au sultan ottoman, et que l'on rend éventuellement quand on est commerçant ou dans le cadre de la famille, etc. Donc, mais c'est une notion qui a une forte connotation historique et religieuse. Et pour Erdogan, c'est, si je puis dire, pain béni, parce que ça lui permet de conjuguer sa nostalgie ou son instrumentalisation de l'Empire ottoman. Ça lui permet de mobiliser Dieu, ce qui est toujours assez utile quand on se réclame d'un parti islamique. Et puis, ça lui permet de dire mon parti est un parti de service au sens néolibéral du terme, c'est-à-dire que vous votez pour lui et il vous rend des services. Vous achetez un service. Et le service, c'est par exemple des dons de charbon, des dons de nourriture, dans le cadre du clientélisme le plus éculé. C'est la mise en œuvre d'une politique de libéralisation de l'économique. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, bien entendu, la libéralisation économique, elle va d'abord à des groupes économiques, des groupes industriels qui sont les clients et les obligés d'Erdogan. Et donc là, vous voyez des modes de fonctionnement du néolibéralisme qui n'ont rien à voir avec... Enfin,
qui n'ont rien à voir, si, beaucoup à voir, l'ingénierie, et d'une certaine manière l'imaginaire de l'État, mais qui renvoie aussi à d'autres montages institutionnels et à d'autres imaginaires qui sont propres à chacune de ces deux sociétés. Et vous voyez que l'islam n'est pas une notion intéressante pour comprendre cela, parce que et l'Iran et la Turquie sont des pays musulmans, mais leur interprétation et leur mise en œuvre du néolibéralisme est différente d'un pays à l'autre. Merci pour ce tour d'horizon. Je me permets de dire que ce qui est très plaisant dans la lecture de ceux que j'ai lus, en tout cas, parce que je n'ai pas lu tous tes livres, mais c'est que justement, pour nourrir un concept, Jean-François prend des exemples un peu partout, mais des exemples précis, concrets. C'est pas, il ne survole pas. Il va, voilà, prendre des sociétés qu'il connaît. Et ça, c'est très, très, très plaisant. Donc, tu as presque respecté le timing, à 4 minutes près. Je passe la parole à Béatrice. Si ça continue, on changera de micro. Pour 20-25 minutes, et comme ça, on aura un petit temps d'échange à peine de minutes. Je vais peut-être essayer avec ce micro. Vous m'entendez bien ? Oui. D'autant plus que j'ai une petite voix parfois qui déraille. Et donc, j'espère que vous... Donc, je voudrais effectivement, dans cette deuxième partie de cet échange, mettre l'accent sur la question de l'historicité. En effet, le néolibéralisme peut être entendu comme une idéologie et comme des pratiques extrêmement générales, hein, avec un cadre référentiel général, mais qui englobe des diversités. Alors, c'est la singularité du moment, hein, du long moment, puisque ça fait déjà maintenant presque 4 décennies. Et vous en connaissez les grands principes, hein, c'est la prééminence, la logique du marché et l'importation des logiques du management de l'entreprise à l'ensemble de la société. Comme forme d'intervention de l'État, la préférence pour la régulation et le gouvernement à distance, un individualisme prononcé, et notamment en ce qui concerne la conception de la responsabilité individuelle et non collective, et les principes de concurrence, compétition et excellence. Hein. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, c'est très connu. Ce que je voudrais souligner, c'est que tout cela est toujours situé et ne peut se comprendre que localement, qu'en intégrant des trajectoires historiques de l'État et des relations État-société, qui sont toujours spécifiques, hein, et qui expliquent que le néolibéralisme soit plus ou moins accepté, provoque plus ou moins de conflits, et prend des formes différentes, hein, et que les processus de naturalisation, hein, du néolibéralisme, c'est-à-dire cette intégration, hein, dans une trajectoire et cette compréhension à partir de choses déjà vues, hein, et à partir des choses qui vont de soi, que ces cheminements de la naturalisation soient toujours spécifiques. Alors, je voudrais le démontrer à partir de 2 pays sur lesquels je fais des terrains depuis des décennies, qui sont le Maroc et la Tunisie. Et à partir d'une question qui est une question centrale quand on parle à la fois de néolibéralisme, du régime politique et des questions sociales, qui est celle de l'inégalité. Et qui est une comparaison intéressante parce que c'est une comparaison de 2 pays musulmans. Donc l'arrière-fond et le référentiel islamique est le même, hein, avec une vision extrêmement conservatrice de l'inégalité. Hein. L'inégalité est une donnée naturelle qui ne souffre d'aucune discussion, hein, puisque c'est un ordre social. L'ordre social ne peut pas être remis en cause, et notamment pas par des considérations de justice, car l'inégalité participe, hein, du principe de différenciation. En revanche, il peut y avoir des correctifs par notamment les politiques de charité, et la politique du OARF dont Jean-François vient de parler en fait partie, et par des politiques sociales. Et en ce sens-là,
petit point, mais qui est intéressant. La conception de l'inégalité du référentiel islamiste, du réformisme islamique, pas islamiste, islamique, parce que c'est partagé par l'ensemble des partis, c'est absolument pas caractéristique des partis islamistes, hein. C'est caractéristique des sociétés musulmanes, est totalement en accord avec la question de l'inégalité dans le néolibéralisme. Et c'est effectivement en affinité, puisque dans le néolibéralisme, vous avez cette fameuse conception du trickle-down, hein, la richesse des plus forts et des pôles d'excellence va ruisseler, hein, les fameux premiers de cordée de Macron. Et donc, on ne conçoit les politiques sociales que comme des correctifs. Alors, à partir de ces deux cas, hein, du Maroc et de la Tunisie, je voudrais montrer comment on peut être néolibéral de façon très différente, qu'on peut traiter et considérer l'inégalité de façon très différente et qu'on peut gouverner de façon très différente. Alors, le premier cas, donc, c'est celui de la Tunisie. Alors, il me semble qu'on peut partir de la révolution de 2011. La révolution de 2011, qu'est-ce qu'elle a mis en évidence ? Elle a mis en évidence, avant tout, l'inégalité sociale. Les grandes révoltes qui avaient commencé par le bassin minier de Gafsa, qui se sont étendues après les événements de Sidi Bouzid et de Kasserine. Et il y avait eu auparavant beaucoup d'autres mouvements sociaux. Est partie d'une question sociale, hein, même si elle aboutit après à la chute de Ben Ali. Mais ce qui a fait mobiliser les gens, c'est la question sociale. Quand je dis question sociale, je ne veux pas dire que ce n'est pas politique, hein. C'était fondamentalement politique, mais le politique exprimé par la question sociale. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en dépit de la rhétorique de l'unité de la nation, de l'égalité de traitement qui était au fondement, hein, de l'idéologie de la Tunisie depuis Bourguiba et sous Ben Ali, les dynamiques économiques, mais aussi politiques en Tunisie, depuis l'indépendance, avaient façonné différemment les territoires et le rapport des territoires au centre. Hein. Et donc, en dépit de cette présentation de l'unité de la nation, d'une Tunisie unie, vous aviez des zones entières, hein, qui étaient marginalisées. Hein. Et il est intéressant de voir que tous ces mouvements sont partis, hein, de Gafsa, du sud de la Tunisie, des frontières avec l'Algérie. Hein. Mais aussi, hein, il y avait eu déjà en 2010 également des mouvements à la frontière avec la Libye. Et donc, l'épisode révolutionnaire a levé un voile sur cette caractéristique de la trajectoire nationale, hein, une caractéristique jusqu'alors refoulée, celle de la formation asymétrique de l'État. Alors, qui expliquait, qui prenait des formes assez classiques, donc, et là encore, hein, depuis l'indépendance, avec un modèle économique qui a toujours favorisé le littoral, avec évidemment une concentration des investissements publics sur cette Tunisie utile, une politique aussi en faveur de ce qu'on appelle un biais pro-urbain, donc en faveur de l'industrialisation, etc., qui défavorisait les régions agricoles, et une politique sociale qui confortait, hein, cette inégalité. Mais ce qui était intéressant pour notre propos, c'est surtout les modes de gouvernement, hein, de la Tunisie depuis son indépendance, avec une vision ingénieure et technicienne de l'État et de l'intervention, associée
combinée avec l'idéologie de l'unité nationale et de l'unicité. Hein. Et avec, même si vous vous rappelez, hein, une théorisation, hein, du parti unique et du tout unique. Hein. Il y avait syndicat unique, parti unique, mouvement de la femme unique, etc. Et qui était théorisé par Bourguiba et qui a été après diffusé, par exemple, en Afrique subsaharienne, notamment. Et donc, vous aviez une construction volontariste et autoritaire par l'État, avec le littoral comme seule référence, et les régions étaient toujours vues à l'aune de ce littoral comme référence. Et une impossibilité de penser en dehors de cette unité, c'est-à-dire en dehors d'une, pour parler en des termes qui n'étaient pas ceux de la Tunisie, mais une impossibilité de penser une discrimination positive. Et tout cela avec cet imaginaire, hein, né de la lutte pour l'indépendance, de l'unicité et du parti unique, avec l'État, incarnation de la raison, hein, unique instance capable de penser les réformes. Et deuxième caractéristique et fondamentale, la multiplicité, la diversité, le pluralisme étant vus comme des sources de chaos. Alors, avec le néolibéralisme que la Tunisie adopte dans les années 90, avec beaucoup de difficultés, puisque ça remet en cause un de ces principes qui est cette intervention directe de l'État, d'un État qui sait tout, hein, et qui sait à la place de la population, mais avec tout de même, à la fois sous l'influence des organisations internationales, vous vous rappelez que la Tunisie était un bon élève, hein, était vue comme le bon élève dans le monde arabe, donc sous l'influence des bailleurs de fonds, mais aussi de dynamiques internes qui voyaient bien aussi l'intérêt de certaines de ces ingénieries néolibérales. Vous avez eu finalement une accentuation de cette formation asymétrique de l'État, hein, puisque les dynamiques capitalistes, et on le voit bien dans tous les pays, hein, accentuent cette dualité, et notamment, vous voyez, sur plein d'autres pays, même en Europe, bon, je connais bien aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le Portugal, vous avez cette même concentration sur le littoral au détriment de l'intérieur. Donc vous avez eu une accentuation finalement de cette formation asymétrique de l'État, avec donc les logiques toujours plus puissantes du capitalisme, désormais néolibéral, du moins en partie. Également finalement une acceptation d'un certain laisser-faire, hein, puisque vous avez eu des baisses d'investissement public comme partout, hein, des baisses importantes, qui ont touché plus encore les régions de l'intérieur qui avaient très peu de moyens. Et donc, en contrepartie, un laisser-faire qui s'est traduit par une explosion de l'économie informelle dans les régions, et notamment aux frontières, à la fois de l'Algérie et de la Libye, mais dans quelque chose de tout à fait conscient, hein, c'est-à-dire qu'on laissait faire, en sachant qu'on mettait simultanément en place, puisque le parti unique était toujours là, des relais pour contrôler, hein, donc des activités illégales, informelles, par ailleurs très bien connues et très bien comprises. Mais tout cela au nom aussi du marché. Et puis, vous avez eu toute une série de sous-traitances économiques, hein, dont là aussi la logique néolibérale de la sous-traitance, mais qui s'est accompagnée d'une sous-traitance politique. Et notamment une sous-traitance, par exemple, dans le bassin minier de Gafsa, où vous avez eu des mouvements sociaux importants, la sous-traitance économique aux mains, hein, du syndicat unique, et donc qui contrôlait de facto la région. Et un aménagement à distance du territoire, avec une conception extrêmement centralisatrice de la décentralisation. Alors, bon, je suis peut-être trop longue, mais
Après la Révolution, avec la Révolution, après la Révolution, vous avez eu une tentative de penser la régionalisation, la décentralisation, avec une unanimité entre tous les partis, hein, aussi bien les islamistes de Narda que des partis politiques de gauche et ceux issus du bourguismisme et du benalisme, une unanimité sur la fin nécessaire de cette dualité du discours de la Tunisie utile et de la Tunisie inutile, et de la nécessité de faire une régionalisation et une décentralisation en tenant compte des mouvements sociaux, etc. Pour autant, les résultats sont extrêmement faibles, pour dire totalement nuls. Comme d'ailleurs l'atteste la poursuite des mouvements sociaux qui sont extrêmement vivaces aujourd'hui encore, notamment dans ces mêmes régions, aussi bien Manchabiné de Gastia, autour de Tataouine, autour des zones d'exploitation du pétrole, etc. etc. Alors, on peut l'expliquer de façon technique par la difficulté à dépenser de l'argent du fait de l'absence d'administration compétente dans les régions, etc. On pourrait rentrer dans ces explications plus techniques qui existent et qui sont réelles, plus matérielles. Mais ce que je voulais souligner, c'est plutôt l'importance de la conception même de l'État. Et la conception de l'État dans l'économie, dans son rôle dans le gouvernement de la société. La Révolution n'a pas du tout remis en cause le réformisme centralisateur et autoritaire de l'élite politique et économique, y compris la nouvelle élite, notamment la nouvelle élite de Narda, du parti islamiste, qui était issue de cette trajectoire très étatiste, très centralisatrice et des mêmes méthodes de mobilisation des masses populaires, avec même partage de cet idéal de l'intégration négociée par le clientélisme et par une conception d'un État plein de sollicitude paternaliste par rapport à la population. Et donc, il n'y a pas eu du tout de réflexion sur la question sociale, sur la question des inégalités. Et on le voit aujourd'hui encore, la répression des mouvements sociaux est extrêmement dure. Alors, évidemment, si l'État policier a disparu, l'État autoritaire, centralisateur, qui ne peut comprendre les mouvements sociaux que dans la répression, est toujours là. En contraste, le Maroc est intéressant parce que contrairement à la Tunisie, où il y a eu toujours cet imaginaire et cette compréhension d'un État centralisateur qui connaît, qui sait, qui doit intervenir directement dans l'économie et dans la société, au Maroc, vous avez une histoire totalement différente, notamment du fait des profondeurs historiques de l'Empire au Maroc, de l'Empire. Alors, je ne parle pas, quand je dis Empire, non pas de l'Empire colonial, mais de l'Empire chérifien. Alors, évidemment, vous avez exactement la même formation asymétrique de l'État. Et quand vous connaissez Casablanca et que vous connaissez en même temps Beni Mellal ou n'importe quel petit coin du Haut Atlas, du Moyen Atlas ou d'autres régions, vous voyez bien une asymétrie peut-être même encore plus forte qu'au Maroc. Mais ce qui fait cette grande différence, c'est que vous n'avez pas au Maroc d'idéologie de l'unicité. Bien au contraire, l'État marocain s'est toujours ressourcé dans la diversité et dans le pluralisme, ce qui ne veut évidemment pas dire la démocratie. Le Maroc est, tout autant que la Tunisie, un régime autoritaire.
mais avec une forme précisément d'autoritarisme très différente et qui est en affinité avec le néolibéralisme de façon beaucoup plus claire que la Tunisie. En effet, dans cet imaginaire de l'État, la dissidence, les voix discordantes, le pluralisme, la diversité ne sont pas un problème. Ils n'ont jamais été un problème. Et au XIXe siècle, au XVIIIe, au XVIIe, les dissidences de tribus n'étaient pas vues comme une opposition à l'État, ils n'étaient pas vus comme un problème. C'était vu comme un mode de relation comme un autre à l'État. Et donc, vous avez un État qui est pluriel, ou plutôt un État qui joue de la pluralité, de la diversité, qui s'appuie sur elle souvent pour se régénérer. Et très récemment, dans l'histoire courte du Maroc, on a bien vu que comment s'est régénéré et comment s'est conforté le pouvoir au Maroc. Ça a été en intégrant d'abord la gauche avec la Koutla en 97, puis avec les mouvements associatifs à partir des années 2000, puis avec les mouvements islamistes. Et le PJD au Maroc est un parti très monarchiste, contrairement à d'autres mouvements qui ne reconnaissent pas la commanderie des croyants au roi du Maroc. Donc vous avez... et alors, comment a joué le néolibéralisme dans cette configuration ? C'est que des principes fondamentaux du néolibéralisme ont été tout de suite compris et interprétés dans les termes de ces référentiels impériaux, très présents jusqu'à aujourd'hui dans le Maroc contemporain. Par exemple, le gouvernement indirect. On sait que le gouvernement indirect, c'est une des particularités comme le disait Michel Foucault dans ses premiers écrits sur le néolibéralisme, le gouvernement à distance, le gouvernement indirect est une des caractéristiques du néolibéralisme. L'État n'intervient plus directement, il passe par des relais qui peuvent être les entreprises, qui peuvent être des associations, qui peuvent être parfois des églises ou des mouvements religieux, etc., etc. En influençant et en définissant ce qu'il appelle une politique de cadre, mais en n'intervenant pas directement, soit dans l'économie, soit dans la société. Et ce mode-là, en réalité, n'a rien de néolibéral. Enfin, il caractérise le néolibéralisme, mais c'est quelque chose de très présent dans l'histoire. Alors, y compris, par exemple, dans l'histoire française, l'ancien régime fonctionnait par gouvernement indirect. Les affaires Maje, par exemple, c'était un gouvernement indirect. Mais au Maroc, ça a été historiquement, le principal mode de gouvernement. Alors, par exemple, les tribus, au XVIIIe, XIXe siècle, se gouvernaient par elles-mêmes et avaient des relais auprès du Marzen. Et le Marzen... d'une certaine façon gouvernés, mais ne gouvernaient jamais directement, mais à travers des personnes intermédiaires, des intermédiaires agréés, qui pouvaient être des cadis, des caïds, etc. Et donc, quand vous avez eu la montée en puissance du néolibéralisme dans le monde, et donc y compris au Maroc, ça a été tout de suite compris dans ces termes-là, historiquement, et donc très facilement adopté, contrairement à la Tunisie, où ça heurtait cette intervention directe dans l'économie. Alors, pour faire rapide, évidemment, tout ça ne veut pas dire que ça s'est réalisé dans le libéralisme politique. Bien au contraire, alors, je dis bien au contraire, c'est pas bien au contraire, puisque vous avez eu une trajectoire marocaine avec les années de plomb de Hassan II extrêmement autoritaire et dur, que tout le monde connaît ça, et une libéralisation du régime politique à la fin de Hassan II, et contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas avec Mohamed VI, c'est sous Hassan II, à la fin de sa vie, qu'il y a eu tous les grands mouvements de libéralisation.
et qui ont rencontré finalement ces logiques néolibérales. Alors, dont l'une, par exemple, je pourrais en citer une ou deux, une importante a été l'importance donnée au mouvement des associations et à la société civile. Et donc, vous avez eu une politique, dès la fin de la Hassan II, mais accentuée et institutionnalisée avec Mohamed VI, d'usage, de reconnaissance des associations, d'incitation à créer des associations, à reconnaître l'importance de la société civile, mais dans une conception finalement qui était elle aussi impériale, c'est-à-dire comme des relais. Alors des relais qu'on ne contrôle pas forcément de A à Z, mais qui permettent de gouverner indirectement. Un autre exemple est celui, alors là, qui n'est pas directement lié au néolibéralisme, mais vous le verrez de façon indirecte, qui est la question des élections. C'est vrai qu'avec dans les années récentes, vous avez eu une reconnaissance et une centralité des élections, comme il n'y en avait jamais eu au Maroc, et la Constitution de 2011, à la suite du mouvement du 20 février, qui était l'expression marocaine de ce qu'on a appelé le printemps arabe, la nouvelle constitution a mis au cœur de la représentation la question des élections. Mais quand on analyse concrètement comment fonctionnent les élections, on voit que finalement l'élection reste centrale et est devenue centrale, et ça c'est une grande transformation, mais que la cooptation, autre modalité de la représentation, a pris une ampleur extrêmement importante, renouvelée, je dirais, puisqu'elle était très importante historiquement, une importance renouvelée, au nom précisément de la reconnaissance de la diversité de la société et de ce qui n'est pas forcément représenté par les élections, qui est aussi un des principes qui aujourd'hui caractérise la critique de la démocratie et des limites de la démocratie. Et, par exemple, dans les travaux de Rosan Vallon, on voit bien comment il met en évidence l'importance d'avoir d'autres formes de représentation que des commissions ou des agences peuvent mettre en évidence. Et donc, à la fois à la jonction d'une compréhension historiquement structurée de la représentation issue de cette conception impériale de la représentation, mais aussi des dernières réflexions théoriques sur la représentation dans une démocratie en difficulté, vous avez la montée de la cooptation avec des commissions qui gouvernent à côté, et qui sont vues dans une vision, là aussi, issue de cette compréhension historique de la représentation, comme des correctifs aux limites de l'élection. Alors, on pourrait encore, mais je voudrais finir sur ces conceptions différentes du contrôle. Vous avez dans la conception État-nation, dans la conception stato-nationale du contrôle, que partagent par exemple totalement la France ou la Tunisie, avec cette idée de l'État central, centralisé et fort, où le contrôle est vu comme une action continue, permanente, de la part de l'administration, fondée sur une connaissance exhaustive des événements. Vous avez aussi une conception qui est celle d'une conception impériale du contrôle, qui est un contrôle indirect, très lâche, qui s'accommode de la non-maîtrise, de la non-maîtrise continue, dès lors que le pouvoir est capable de s'adapter aux circonstances et aux relations sociales et de jouer avec des espaces de liberté. Et alors, on voit bien comment, au Maroc, cette conception du contrôle issue de cette histoire impériale a permis une très grande incorporation du néolibéralisme.
beaucoup plus que, par exemple, en Tunisie, où vous avez encore cette conception, vous avez toujours cette conception du contrôle continu et par l'administration. Voilà. Alors, en conclusion, très rapidement, parce que je pense que j'ai été un petit peu trop longue, je voulais... C'est pas grave, parfait. Alors, je voulais juste conclure en disant que ces deux exposés très très rapides et très caricaturaux sur la Tunisie et le Maroc permettent de montrer d'une part l'importance de l'historicité de l'État pour comprendre les formes du néolibéralisme, ce que produit le néolibéralisme, l'importance aussi de l'imaginaire de l'État, c'est-à-dire des représentations de ce qui donne sens, hein, ce qui façonne les façons de comprendre, et donc les champs des possibles, et l'importance des manières de faire, de comprendre et du sens donné à des pratiques identiques. Et donc, ce qui me permet de revenir au point initial proposé par Arnaud en introduction de ce panel, c'est que ces catégories de démocratie et d'autoritarisme n'ont plus beaucoup de sens. N'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui, car elles sont, la plupart des configurations finalement sont dans cet entre-deux, hein, et qu'au contraire, il faut revenir sur une analyse des façons très concrètes de gouverner, mais aussi des conceptions, des représentations de l'imaginaire de l'État qui ressortissent, hein, de registres très différents. Dans le cas du Maroc, je vous ai montré l'importance de cette conception impériale. Dans le cas de la Tunisie, de cette conception de l'État centralisateur, mais on pourrait, en fonction d'autres situations, trouver d'autres caractéristiques. Mais il me semble que c'est très important pour comprendre le néolibéralisme qui finalement n'existe pas, en ce sens qu'il n'existe pas de façon unique, mais qui prend partout des formes et des modalités différentes. Merci, Béatrice. Il prend des formes et des modalités différentes. C'est vrai que quand on travaille avec des administrations marocaines et tunisiennes, il y a un rapport extrêmement différent à leur population, mais finalement avec des résultats assez similaires, beaucoup d'inégalités. Et alors nous, on est un mouvement politique, donc on ne doit pas en rester à l'analyse, même si on doit évidemment partir de l'analyse du réel. Nous, on est un mouvement politique, donc l'idée, c'est que dans cette espèce d'entre-deux permanent dans lequel on se situe à l'heure actuelle entre démocratie, autoritarisme, etc., qui caractérise la plupart des régimes dans le monde, finalement, nous, évidemment, on veut pousser au maximum vers la démocratie, et notamment la démocratie sociale. Mais pour avoir une petite chance de succès, il faut savoir d'où on part. Il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc si vous voulez poser des questions, y compris des questions, j'ai envie de dire, peut-être, même n'hésitez pas, même si c'est des questions strictement liées à l'actualité, etc. Faut pas nous, on a volontairement fait un tableau historique, etc. Parce que là, l'idée, c'était de vraiment approfondir ces questions. Si vous avez des questions beaucoup plus liées à l'actualité, à tel ou tel pays, etc., n'hésitez pas, la parole est libre. Oui. Alors, par contre, je ne sais pas comment... Bah, là, ça peut... Ouais, on t'entend. Ah non, pour l'enregistrement, c'est mieux, le micro. Alors. Bah, viens. C'est une petite question de vocabulaire. Alors, merci déjà pour la conférence. Pourquoi parler de libéralisme autoritaire? J'ai compris dans la conférence de Béatrice Hibou qu'elle utilisait plutôt le terme de néolibéralisme et pas de libéralisme, si j'ai bien entendu. Et pourquoi parler de libéralisme autoritaire et pas de capitalisme autoritaire ou de néolibéralisme autoritaire? C'est peut-être une question de vocabulaire, mais je reste attaché, à titre personnel comme avocat, à la question du libéralisme comme des droits qu'on a contre l'État et qui peuvent être utiles, y compris aux Gilets jaunes, pour se défendre face à l'État. Alors, vous l'avez dit un peu avec l'exemple de Edward Thompson, mais voilà, question de vocabulaire et de concept, pourquoi pas le capitalisme autoritaire? Merci.
Je vais voir qui de Jean-François ou Béatrice. Moi, je dirais juste en un mot, mais d'un point de vue très politique. Pas du tout en prétendant. C'est uniquement parce moi, dans mon esprit, c'est pour retourner le boomerang, en fait. C'est pour faire du judo politique. Nos régimes ne se définissent pas comme capitalistes. Par contre, il y a des partis libéraux, etc. Et donc, on veut montrer que ces partis libéraux sont autoritaires dès que l'ordre libéral est contesté. Voilà, c'est une pure volonté politique. Ça n'a pas une prétention. D'un point de vue d'analyse, je suis d'accord qu'on pourrait dire capitalisme à la place. Alors moi, parce que je suis un élève très discipliné, donc on m'a demandé de faire une copie sur libéralisme autoritaire. Donc je suis déjà allé revoir ce que c'était. Pour moi, ce qui est le plus important du point de vue de l'analyse, c'est le passage ce long 19e, 20e siècle. Il est caractérisé par le passage d'un monde d'empires, qui peuvent être les grands empires ottomans, chinois, etc., ou les empires coloniaux, hein, qui étaient beaucoup moins univoques qu'une certaine historiographie ou une certaine idéologie le dit. Donc le passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Et alors c'est plus compliqué parce que il n'y a pas comme ça une césure absolue, et la plupart des États-nations issus d'empires ont gardé des pratiques impériales, hein. Et Béatrice avec Mohamed Teuzi le montre très bien à propos du Maroc. J'ai des collègues qui l'ont montré à propos de la Turquie, hein. Mais on passe quand même de manière comme ça un peu théorique à un monde d'empire, c'est-à-dire de gouvernement indirect et non identitariste, parce que par exemple l'Empire ottoman n'était pas un empire musulman, c'était un empire dont effectivement les sultans étaient musulmans, mais qui gouvernait très largement les Balkans par l'intermédiaire de l'Église orthodoxe, hein, et qui reconnaissait le fait juif, etc. Donc les Ottomans n'avaient strictement rien à faire de l'identité au sens où on en parle aujourd'hui idéologiquement. C'était pas du tout un empire identitariste, c'était pas un empire islamique. Bon. L'Empire ottoman s'est effondré, et il s'est effondré au profit d'États-nations qui gouvernent directement sur le mode de la centralisation et qui sont furieusement identitaristes, hein, et dont l'ingénierie de base est la purification ethnique. Et si vous prenez l'ensemble du monde ottoman, si je puis dire de manière familière, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, hein. Entre les pays balkaniques qui ont largement procédé à des purifications ethniques tout au long du XXe siècle. Ils n'ont pas attendu la guerre de Yougoslavie des années 90, hein. Ça a commencé très tôt, et ça fait même partie de leur mode de formation. Si vous prenez l'histoire de la Palestine, c'est une histoire post-ottomane. Le sionisme et la question palestinienne. Si vous prenez l'Irak, l'Irak aujourd'hui fonctionne à l'identitarisme et éventuellement à la purification ethnique. Et là aussi, purification ethnique qu'a pratiqué le Baas, entre guillemets, sunnite, et qu'ont largement pratiqué les partis chiites à Bagdad une fois que Saddam Hussein a été renversé, hein. Donc pour moi, dans ma démarche, j'attache une très grande importance à ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Principalement peut-être parce que je suis effectivement un obsessionnel de la critique de l'identitarisme, et que ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, c'est vraiment l'universalisation de l'identitarisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, par exemple. Mais pour répondre vraiment à votre question, c'est parce que je suis un bon élève. Enfin, que j'essaye. Mais je pense qu'on peut aussi répondre un peu plus sérieusement, parce que Jean-François est toujours un grand blagueur. C'est que finalement, moi je dirais que le capitalisme a principalement pris aujourd'hui la forme libérale. Il n'y a plus beaucoup de capitalisme d'État. Et si moi je mets l'accent sur néolibéralisme, alors c'est souvent très critiqué, c'est précisément pour mettre l'accent sur la forme contemporaine du capitalisme, qui, avec les principes dont je parlais en introduction, c'est-à-dire l'importance du marché et du modèle managérial transposé à l'ensemble de la société,
les principes de concurrence, compétition, etc., l'individualisme, et toutes ces caractéristiques sont fondamentales aujourd'hui. Donc, le capitalisme, je pense, aujourd'hui, est néolibéral. Il y a d'autres questions ou remarques ou... Ah. Alors, vous avez commencé, monsieur, avec l'idée, finalement, le postulat que tous les partis, un petit peu, avaient tombé dans cet écueil-là. Est-ce que la France insoumise, vous l'incluez dans l'écueil en même temps, voilà, la question de l'État et de la mondialisation, voilà, est-ce que vous pensez que la France insoumise, comme tous les autres partis, tombe dans cet écueil? Et puis, la question du programme de la France insoumise, est-ce que vous pensez que le programme de relocalisation des activités, de protectionnisme solidaire, de démondialisation, eh bien, c'est une solution pour sortir un petit peu de ce libéralisme autoritaire. Et pour finir, est-ce que finalement, il peut exister un libéralisme sans autoritarisme? Il n'est pas sympa, hein, de me poser une question pareille. Bon, Arnaud va m'aider. Bon, d'abord, très honnêtement, je ne suis pas là pour... il y a toujours deux moments dans notre mode de fonctionnement. On peut avoir évidemment en tant que chercheur des engagements politiques, mais là j'interviens véritablement comme chercheur, c'est-à-dire pour essayer de partager une analyse qui, bon, vaut ce qu'elle vaut, hein, d'ailleurs. C'est pas non plus parole d'évangile, comme on dit. Donc moi, ma démarche est quand même plutôt la démarche analytique, y compris dans cette enceinte. Et mon propos serait de dire que si la France insoumise ou éventuellement d'autres partis ou d'autres mouvements veulent sortir de l'espèce d'aporie dans laquelle nous sommes et qui est extraordinairement complexe parce qu'il y a la crise sociale, il y a la crise environnementale, il y a effectivement cette crise de production avec la question que vous évoquiez de la délocalisation, relocalisation. Il y a aussi la crise, je ne sais plus si je l'ai cité, environnementale et sanitaire. Bon, ça sont des choses complètement contingentes que l'on peut d'ailleurs... Si vous prenez la Covid, elle rentre très bien dans mon triangle. Hein. Elle est un effet de la globalisation, hein, puisque ça vient des échanges que nous avons avec la Chine. Elle redonne des ailes à l'État, hein, dont on voit très bien que oui, il existe, il est bien là. Et il a flatté l'identitarisme, puisque naturellement, la Covid-19 est un virus chinois, nous dit M. Trump, et les Chinois se méfient comme de la peste des Africains qui viennent faire du commerce chez eux. Bon, hein, donc ça marche très très bien dans la triangulation. Alors voilà, moi je pense qu'il faut réfléchir politiquement à des pratiques, à des stratégies, à des programmes, à des initiatives qui tiennent compte de cet effet de synergie, de triangulation que j'ai essayé de poser sur la table ou sur le sable. Hein. Très honnêtement, je ne connais pas suffisamment votre mouvement. Et notamment son programme, ni même forcément son discours. Sinon, comme ça, comme lecteur de journal, je n'ai aucune gêne à être ici. Hein. Arnaud m'a donné des tas de passerelles pour que j'arrive déguisé avec une cagoule, etc. Je me sens très bien ici. Hein. Je vous mets tout de suite à l'aise. Mais il est vrai que je connais mal votre mouvement et que je suis un peu embarrassé pour répondre précisément à votre question. Si je prends les choses que je vois comme ça, comme tout un chacun, en lisant le journal ou en écoutant la radio, les débats, par exemple, que vous pouvez avoir en interne, parce que je sais bien que vous les avez aussi en interne, les débats que vous pouvez avoir, par exemple, en interne à propos du Venezuela, pourraient être utilement éclairés à la lumière de mon triangle. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle le bolivarisme, historiquement, c'est pas du tout ce qu'un certain nombre de locuteurs en France, et notamment, me semble-t-il, mais il connaît sans doute mieux le Venezuela que moi-même, Jean-Luc Mélenchon, met dans le terme.
hein. Ou alors c'est un terme politique, on lui donne un sens autre. Mais historiquement, le bolivarisme, ça a été un mouvement profondément antidémocratique de constitution d'une république par mise à distance du peuple, parce que le cauchemar de Bolivar, c'était la révolution haïtienne des esclaves. Et qu'il fallait absolument tenir à distance les gens des Llanos, des plaines, toute cette population flottante qui risquait de compromettre la construction d'une république respectable et très largement notabilière. Donc, je pense que je ne dirais pas que tout à l'heure j'ai parlé par exemple de libéralisme autoritaire à propos de la Colombie du Uribe. C'était pas une politesse de ma part en disant bon, je vais éviter le sujet qui fâche le Venezuela. Vous voyez que là je mets carrément les pieds dans le plat. Hein. Mais je ne pense pas que je ne pense pas que le Venezuela soit un régime démocratique, mais je ne pense pas qu'il rentre forcément dans ce que j'ai essayé de dire, par exemple à propos du libéralisme autoritaire. Je pense que c'est un peu plus compliqué, notamment parce que le référent libéral, sauf erreur de ma part, n'est pas véritablement mis en avant ni par Chavez ni par Maduro. Bon, donc on est historiquement dans un cas de figure différent. Hein. Moi, par rapport aux Gilets jaunes que tu as évoqué, j'avais publié un papier, alors je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou dans Libération, où il me semblait que la crise des Gilets jaunes, par rapport à laquelle je n'avais aucune fausse pudeur, contrairement à certains de mes collègues, c'est un mouvement qui ne m'a pas particulièrement effrayé, que je n'ai absolument pas associé à l'extrême droite, même si effectivement on voyait très bien comment certains acteurs se réclamaient plus ou moins de ces idées, ou comment certains de l'extrême droite cherchait à l'investir, mais je n'ai pas hésité à comparer les Gilets jaunes, sous réserve d'inventaire, à quelque chose d'assez similaire à mai 68, notamment par la prise de parole. Générale, contradictoire, souvent assez festive ou très imaginative, parce que en termes d'inventivité et d'intelligence collective, trouver les ronds-points et les gilets jaunes, c'était remarquable. En termes c'était bon. Donc, et en réponse à ce mouvement, moi, par exemple, je crois qu'il faut complètement repenser la notion de souveraineté en France, notamment par quelque chose. Alors, on n'ose même plus utiliser le terme de décentralisation tellement il était dévoyé par ses promoteurs. Mais il se trouve que j'enseigne en Suisse. Bon, c'est pas un pays que je prétends comprendre, mais enfin, un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est complètement impensable en Suisse. C'est impensable en Suisse parce que l'exercice de la souveraineté est complètement différent sur un mode démocratique, parce que vous avez des référendums, tout bêtement, mais également sur le mode du partage territorial de la souveraineté. C'est une confédération, il y a des cantons, il y a des villes, et tout ça est extrêmement différent. C'est un pays où on discute, où par exemple Lausanne et Genève ont dû décréter un moratoire pour la 5G, sujet dont aujourd'hui certains, dont les écologistes, s'emparent en France. Hein. Mais jusqu'à présent, le problème de la 5G, c'était les Chinois. C'était pas la question de santé publique, par exemple. Bon. Donc, je pense que la question de la souveraineté, elle est absolument fondamentale, mais pas la souveraineté au sens souverainiste du terme, mais bel et bien comment on démocratise l'exercice de la souveraineté, et y compris dans sa conception territoriale. Hein. Je pense qu'on peut difficilement faire l'impasse sur la question environnementale. Alors j'ai peut-être le zèle des néophytes, mais je crois que là on est effectivement au pied du mur, et que même des gens qui, pour moi, enfin oui, c'était quelque chose de sympathique, mais pas. Là, on sent bien qu'on est effectivement dans une forme d'urgence. Mais la troisième leçon des Gilets jaunes, c'est la question de la justice sociale. Et voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais il me semble qu'aujourd'hui, un parti ou un mouvement de gauche qui, comme diraient les Anglais, n'adresse pas clairement ces trois enjeux, et véritablement en les mettant... Parce que moi, ce qui me paraît terrible dans le langage politique aujourd'hui, c'est sa déconnexion par rapport au langage commun. Par rapport à la langue française. Hein. Je vais chatouiller, je vais me moquer, pardonnez-moi, je vais me moquer de vos amis socialistes, mais moi, quand j'entends, par exemple, nous sommes en capacité de, ça me tue, quoi. Et je crois qu'il y a comme ça une espèce de novlangue. Alors je ne connais pas suffisamment votre mouvement pour savoir si vous tombez dedans, mais je pense qu'il faut revenir quand même à des choses extrêmement concrètes et avec des objectifs très précis de philosophie politique.
C'est un peu basique ce que je dis, mais... Merci Jean-François. Bon, il n'y a pas une vision monolithique. Maintenant, sur les trois, le triangle dont Jean-François a parlé. Sur l'aspect identitaire, je crois qu'à la France Insoumise, que ce soit dans notre programme ou d'une manière plus générale, dans les prises de parole, etc., je crois qu'on est assez tranquille. On n'a pas à rougir de notre bilan, de la contre-loi sur asile, immigration, etc., etc. Et on réaffirme assez souvent qu'on a une vision strictement politique de la citoyenneté. Donc ça, là-dessus... D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'en retour, selon la bonne méthode de la droite américaine qui a été importée en France, on nous renvoie en boomerang l'idée que ce serait nous les identitaires, parce qu'on parle avec les quartiers populaires, etc. Enfin, vous connaissez cette dialectique très dangereuse qui a amené à la victoire de Trump, et il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Sur la question de la mondialisation, c'est une question beaucoup plus complexe. Donc forcément, il n'y a pas, selon qui... mais le cœur de notre doctrine, il est très clair. Et vous pourrez, à plusieurs occasions, vous entendrez jamais, par exemple, Jean-Luc Mélenchon dire « il y a les mondialistes et les nationaux ». Ça, c'est là-dessus, on est très clair. La mondialisation est un fait. C'est un phénomène historique qui existait, en tout cas dans les prémices, je parle sous votre contrôle, existait avant le capitalisme. Et de toute façon... voilà. Alors, ce qui est vrai maintenant, c'est que de quoi on parle quand on parle de mondialisation ? De quoi on parle quand on parle de relocalisation ? Par exemple, nous, j'avais écrit un petit texte au moment du Covid, on relocalise ce qui doit être relocalisé, on continue à échanger sur ce qui doit être échangé. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait une énorme contrôle des circulations de capitaux, etc. Et on était encore dans une économie de marché. Alors certes, avec des pans entiers qui étaient soustraits au marché, mais c'était encore le capitalisme qui avait... bref, donc, pour le dire autrement, dans nous, quand on parle de protectionnisme solidaire, c'est bien pour ne pas parler de protectionnisme tout court. C'est bien parce que ce seraient des règles à mettre en place dans le cadre de l'ONU. Alors là, je sais que ça peut paraître complètement utopique, mais en s'inspirant, par exemple, de l'échec de la charte de la Havane, mais renouvelée avec un logiciel beaucoup plus écologique, etc. Mais il y a des prémices, il y a des dynamiques. Alors évidemment, tout ça peut être interrompu par la guerre, tout simplement, ou par une montée des tensions. On voit les tensions monter sous nos yeux depuis plusieurs années. Mais l'idée qu'on invente des nouvelles méthodes en termes de monnaie internationale, parce que l'hégémonie du dollar est un vrai problème en soi, qu'on contrôle certaines circulations de capitaux, que... on considère qu'il est absurde d'acheter des tomates qui sont produites à 1000 km ou 2000 km dans des... Bon, donc mais on n'a pas un problème avec la mondialisation en soi. Donc déjà, sur ce triangle-là, quant à l'État-nation, on nous caricature souvent sur ce sujet parce que déjà on nous dit on est jacobin. Bon, déjà il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire être jacobin historiquement. Les Jacobins, historiquement, n'étaient pas nécessairement anti... le processus révolutionnaire a fait que ça s'est radicalisé, que ça s'est durci, mais ils n'étaient pas nécessairement contre les libertés locales. Par exemple, je vous invite... Alors bon, c'est très succinct, c'est un paragraphe, mais puisqu'on approche des élections régionales, je vous invite à regarder l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans la presse quotidienne régionale d'il y a 2 jours. L'idée, c'est bien, nous, qu'on redonne du pouvoir à l'État pour planifier certaines choses, mais aussi pour... donner aux collectivités territoriales, aux communes, etc., le pouvoir de faire elles-mêmes, de décider. Nous, on est la force politique qui s'est le plus battue pour le maintien des communes, des départements, et qu'on ne dissolve pas tout dans des espèces de... J'ai oublié comment s'appelle la loi sur la refondation des régions, mais la métropolisation de la France. Nous, on est totalement contre ça. Et ces lois donnent l'impression qu'il n'y a plus de droit de proximité parce qu'on donne plus de pouvoir au local. Mais de quel local parle-t-on ? On parle souvent de grandes régions avec des préfets qui ont de plus en plus de pouvoir, y compris économique, et des élus locaux qui n'ont plus de budget, n'ont plus rien. Donc de toute façon, même s'ils ont du pouvoir théorique, ils n'ont pas de thunes. Donc non, je crois qu'on n'a pas à rougir de notre rapport au triangle de Jean-François. Maintenant, je ne vais pas non plus vous apprendre que les conditions du débat public font que, de toute façon, c'est très compliqué d'aborder ces questions-là de manière un peu sereine dans des débats à la télé ou ailleurs. Voilà. Mais
En tout cas, sur l'identitaire, je crois qu'on est clean, et ça, c'est ce qui m'importe le plus, parce que le premier danger, il est sûrement là. Je veux dire, il se passe des choses en ce moment dans ce pays. Alors, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, et que ça existait avant, et qu'on le voit plus maintenant, mais bon, on a un retour d'un logiciel identitaire très dur, qui pour l'instant est partagé par des minorités agissantes, mais qui, si elles prenaient d'une manière ou d'une autre le pouvoir, ça peut aller très loin. Je crois qu'on a fini notre... S'il y a une toute dernière question, éventuellement, mais... Voilà. Juste dernière chose qui me tient à cœur, moi, pour schématiser un peu, c'est... N'oublions jamais une chose pour rappeler, c'est très important de rappeler que l'État-nation et la mondialisation vont de pair. Quand Marine Le Pen, etc., disent la mondialisation détruit l'État, non. La mondialisation néolibérale a eu tendance à détruire l'État social, et par l'intermédiaire des oligarchies nationales qui étaient tout à fait complices. C'est pas un truc qui est venu d'en haut et qui détruirait l'État en général. Et elle joue en permanence sur cette ambiguïté. Et donc c'est bien cela qui a été attaqué, et pas complètement détruit d'ailleurs. Et si la France s'en sort pas si mal, enfin moins mal que d'autres, c'est aussi parce qu'il y a encore un peu d'État social. Mais ça, c'est vraiment important. Donc c'est pas l'État contre la mondialisation, c'est l'État social contre la mondialisation néolibérale, et à la limite pour l'internationalisme. Utilisons des mots qui devraient redevenir hégémoniques.